Bonjour Michel Mallet. Bonjour Alexandre. Tu as travaillé chez Total Oui, en tant que directeur Total en Allemagne. oui, donc j'ai fait une carrière dans le pétrole. J'ai fait 33 ans de carrière dans le pétrole. Après une formation scientifique, physique atomique et nucléaire et une grande école d'ingénieur, je suis rentré dans le pétrole et j'ai fait toute ma carrière. Alors, pas du côté de ceux qui vont creuser des trous pour trouver du pétrole, plutôt du côté de ceux qui sont proches du public, qui le distribuent, que ce soit le chauffage pour chauffer les maisons, soit les carburants, soit les lubrifiants et l'industrie. Donc, j'ai fait toute ma carrière. Et effectivement, j'ai terminé ma carrière comme directeur général de Total en Allemagne. Et c'est là que j'ai commencé mes conférences sur la fin du pétrole. Voilà, donc tu fais aussi maintenant, enfin, aujourd'hui, tu fais des conférences sur la fin du pétrole. Oui, donc en fait, je suis donc retraité depuis une dizaine d'années. Je continue à donner des cours sur le management interculturel parce que mon métier, ça a été de diriger des équipes, de monter des équipes, de restructurer, de réorganiser. Et j'ai fait ça en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, ce qui m'a permis d'une part d'apprendre des langues et puis surtout de découvrir d'autres points de vue et de m'enrichir avec cette variété d'expériences. Et donc, je donne des conférences sur le management interculturel. Un Allemand, c'est pas tout à fait câblé comme un Français, et encore moins câblé comme un Espagnol. Je donne ces conférences dans les écoles d'ingénieurs sur la fin du pétrole et surtout, c'était la conférence d'origine que j'ai commencé à donner en Allemagne en 2006, je crois. Et le thème était le pétrole, il va falloir le faire durer parce qu'on n'a pas d'alternative. C'était Mhm. ça le message à l'époque. Il y avait déjà le climat, et je me servais du climat comme étant l'inquiétude climat qui va nous aider à faire passer ce message. Puis maintenant, ça s'est complètement inversé puisque la conférence que je donne maintenant, elle est centrée sur bouleversement climatique et transition énergétique. Elle s'adresse à qui cette conférence ou ces Ben, conférences? ces conférences, en fait, je les adapte, je les donne régulièrement dans les écoles d'ingénieurs. Mhm. Donc, c'est destiné à des ingénieurs, notamment à l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers de Lille, aux ingénieurs de cinquième année qui font un cycle sur l'énergie. Et c'est moi qui entame le cycle énergie avec cette conférence qui dresse un panorama qu'on abordera peut-être rapidement. Également à l'ICAM, des étudiants qui sont dans la filière la ville de demain et qui se Mhm. posent ces questions de résilience, d'économie d'énergie. Et Mhm. puis, je la donne également au grand public. Au grand public, je l'adapte en format plus court, en format plus accessible, parce que c'est une présentation qui est assez adaptée aux ingénieurs, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Les ingénieurs comprennent les chiffres. Oui, Euh, les politiques ont beaucoup plus de mal avec ça. Et le grand public, le grand public, s'il n'a pas été formé à ça, si on met trop de chiffres, il est perdu. Donc, il faut trouver des images pour sensibiliser. Et puis maintenant, donc, je suis très impliqué dans le monde associatif, dans l'économie sociale et solidaire. On est en train de monter une recyclerie, ressourcerie. Et au niveau local, on a une association qui titille les élus sur les thèmes comme aujourd'hui le PLUIH, donc le plan d'urbanisme local et intercommunal et d'habitat, où on essaye de les orienter vers la prise en compte de la biodiversité, la préservation des sols, de notre environnement. Et donc, cette activité de conférence et de bénévolat dans le monde des associations, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais si je fais un peu de montagne, tu vois derrière, c'est une photo que j'ai prise l'été dernier, je fais toujours de la montagne. Donc voilà pour une courte présentation de ces conférences. Et, euh, et donc ta question, c'était sur les conférences que je donne auprès des étudiants, c'est ça? oui. Alors, auprès de quel public ça s'adresse et qu'est-ce que les gens en retirent? C'est-à-dire, est-ce qu'ils prennent bien conscience de la problématique aujourd'hui de la raréfaction du pétrole ou plutôt, je crois que tu le confirmeras,
surtout la raréfaction des investissements dans le pétrole. Oui, en fait, le panorama que je dresse auprès des étudiants, c'est un panorama qui est, dans la première partie, il est plutôt anxiogène, hein, parce que je passe en revue toutes les sources d'énergie, les tendances. Donc, l'approche, elle n'est pas locale, hein, elle est complètement planétaire. Donc, si un domaine où on a une assez grande transparence sur les chiffres, c'est dans le domaine de l'énergie. On connaît quasiment au baril près les productions, les consommations, les productions des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. Donc, je dresse un panorama de toutes les énergies. Je leur parle de l'épuisement des ressources minérales, dont l'épuisement des ressources minérales, pétrole, charbon, gaz. J'évoque l'épuisement d'une ressource vitale qui est l'eau, l'eau de bonne qualité, l'eau disponible pour une population croissante. Je leur parle de l'effondrement de la biodiversité, avec toute la problématique du modèle agricole qui est un modèle pétrolier. Sur chaque hectare de culture, on dépense 500 litres de pétrole sans s'en rendre compte, en aller-retour avec le tracteur, en engrais azotés qui sont faits avec du gaz naturel. Et donc, dans mes raccourcis, je parle pétrole, mais ça veut dire hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole et gaz. Et je fais le lien avec un développement économique absolument indispensable pour les pays qui sont en retard. Nous, on est en train de parler de la voiture électrique pour se dédouaner, de dire, attends, on va faire quelque chose quand même face à cette difficulté. Et je parle du milliard d'habitants qui n'a toujours pas d'eau au robinet, qui n'a pas de toilette, qui n'a pas de route, qui a 30 ou 40% de récoltes qui se perdent parce qu'ils n'ont pas les moyens de transport. Donc, je parle du développement absolument indispensable, développement économique de toute une partie de la population de la planète, avec développement égal augmentation de la consommation d'énergie de ces pays-là. Et puis, sans oublier la croissance démographique. Et donc, quand on fait le bilan global de cette équation avec épuisement de ressources, pollution, biodiversité qui massacrait, développement économique, avenir indispensable pour une grande partie de la population, croissance démographique, on se dit, attention, il y a un problème. Et donc, on se rend compte, quand on fait cette approche globale, que si tu regardes la consommation mondiale d'énergie aujourd'hui, toute énergie confondue, les énergies renouvelables, ça représente aux alentours de 6%. 6% de l'énergie consommée par l'ensemble des citoyens de notre planète, c'est les énergies renouvelables. Alors, quand on nous parle de voitures électriques dans nos pays occidentaux, nos pays riches, on a en tête de continuer le modèle actuel, de partir en week-end, et puis même on nous parle des avions à hydrogène. En fait, le message que je délivre, on nous raconte des histoires. Bien sûr. Ça ne va pas le faire. Non, techniquement, ça ne peut pas le faire. Et ça va d'autant moins le faire en termes de sécurité publique, puisque justement, comme tout dépend du pétrole, on va voir quels sont les impacts justement à l'échelle des communes, parce que les communes ont un rôle dans la sécurité publique et ont un rôle dans la sécurité civile. Alors, je vais partager à l'écran un petit PowerPoint que j'ai fait justement à ce sujet pour présenter la conférence. Je reviens au début. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. Maître Melchisédek. Oui, donc ça résume bien la situation parce que on a un monde qui est complètement accro à l'énergie. Quoi qu'on fasse, c'est de l'énergie. Quel que soit autour de moi, tous les objets, le stylo, la table, l'écran, tout ça, c'est de l'énergie. Ce que je mange également, c'est de l'énergie. Et à plus de 80%, c'est de l'énergie fossile. Et on sait que les réserves sont limitées. On sait que les réserves sont limitées.
Et donc, à un moment donné, le problème va se poser. Et donc, la sagesse qui consisterait à dire, on va se préparer aujourd'hui au niveau communal, au niveau individuel, dans mes comportements, cette sagesse, elle n'est pas là. Non. Et donc, on va forcément arriver, on va traverser des crises, et des crises qui vont nous affecter d'une manière dont on n'a pas idée au niveau local. Parce que tu regardes, le pétrole, il sert à quoi? Il sert à faire des engrais. Plus d'engrais, le modèle agricole actuel, sans engrais, il est perdu. Exactement. Et il faut longtemps pour réhabiliter des sols. Parfois, c'est 7 ans. Ah Si oui, tu oui. stoppes la chimie dans les sols, les microbiotes des sols sont tellement flingués, on va dire ça comme ça, il n'y a tellement plus rien que si on veut réhabiliter ces sols et donc refaire de la nourriture et planter par exemple des graines anciennes dans ces sols, il faut attendre 7 ans de réhabilitation. Donc techniquement, si on a un problème avec le phosphore, et on va avoir un problème avec le phosphore, le cycle du phosphate et ainsi de suite, si on a un problème avec l'énergie, et tu confirmes donc, comme disait M. Pouyanné, qu'à partir de 2020, on commencera à manquer de pétrole. Entre-temps, il y a eu la Covid, donc ce qui nous amène à considérer qu'on va avoir des problèmes sur l'approvisionnement en pétrole qu'on importe à 99% de pays étrangers. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour nos sols, ne Oui, serait-ce que parce pour que la nourriture? là tu parles du temps qu'il va nous falloir pour restaurer la biodiversité des sols, pour faire en sorte que ça pousse naturellement. Avec l'azote de l'air, on sait qu'on peut capter l'azote de l'air avec des plantes, avec des légumineuses. Mais pourquoi on ne le fait pas? Ça coûte moins cher d'importer l'azote qui vient du Brésil, qui a été fixé par le soja transgénique qui prend le bateau, qui traverse les océans, qui arrive, qui est déchargé, qui est mis sur des camions, qui est distribué par les coopératives, qui arrive finalement dans le champ. Je décris une chaîne logistique où il y a des camions, des bateaux, tout ça. On a abandonné la captation de l'azote de l'air dans nos champs parce que c'est moins cher de faire venir du Brésil. On marche sur la tête. Et ça, il suffit qu'on ait une grosse tension géopolitique sur le pétrole et tout d'un coup, on va avoir un problème sur la disponibilité du soja qui vient pour nourrir nos ports, pour faire nos élevages industriels de porcs. Les porcs dans les champs, c'est possible. L'élevage dans les champs, dans les prairies, contrairement à tout ce qu'on raconte, les prairies, ça stocke du carbone, mais il n'y a pas. Sur un hectare, on met une vache. Hein. Sur un hectare, dans un élevage industriel, on peut en mettre jusqu'à 500. Voilà. C'est pas pareil. La difficulté du politique dans cette équation-là, c'est-à-dire que M. Pouyanné, typiquement, l'a annoncé dès 2017. Il y a eu des sortes d'alertes, j'appelle ça des sortes d'alertes, d'Édouard Philippe qui nous parlait dans 3 conférences différentes de Jared Diamond et de son livre Collapse, donc effondrement. La difficulté du politique de balancer les informations qui sont trop anxiogènes, c'est que ça pourrait créer des paniques. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on ne prépare pas les populations. On ne prépare pas les populations pour ne pas les affoler parce que ce n'est pas bon pour l'indice de confiance des ménages, alors qu'on va traverser des crises de plus en plus récurrentes, violentes, et tout le monde en est conscient. Mais c'est comme si le sommet de l'État était un peu handicapé pour dire les choses. Et si on ne se prépare pas de nous-mêmes, depuis la base, on va avoir les pires problèmes de sécurité publique. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre que rien n'avait été fait devant le fait accompli, on va le comprendre. Les élus locaux vont être pris à partie pour ne pas avoir anticipé, et ça c'est illégal puisque c'est dans leurs attributions, leur mission. Mais les pauvres, eux aussi, sont pris au piège d'une forme de vision du monde mondialisée, extrêmement énergivore, qui leur dit un peu, bah, il faut faire plutôt comme ci, comme ça. Vous, monsieur le maire, le préfet dit, oh, mais non, mais attendez, le supermarché comparé au petit producteur local, c'est quand même mieux pour l'emploi. Bref, il y a tout un tas de discussions et d'influences qui se font en dépit de la sécurité publique. J'ai pris Mais un ça, je te mauvais confirme. exemple Oui, avec je le le confirme. préfet, mais ce n'est pas que le préfet. C'est simplement que c'est dans l'air du temps de penser monde, mais monde mondialisé, et pas monde qui prend conscience des problèmes de la mondialisation. Et du coup, on arrive à des équations où on se met vraiment en danger. Excuse-moi.
Oui, ce que je veux dire, moi je l'ai vécu la semaine dernière. La semaine dernière, nous avions, avec la communauté de communes, une réunion sur le PCAET, donc c'est le plan climat, air, eau, énergie territoriale. Et nous discutions sur le besoin d'alimenter les cantines et les établissements publics en local et en bio. Et là, on nous a dit, mais attendez, mais vous rêvez, parce qu'il faut monter toute une filière, parce que les cuistots de l'hôpital de Falaise, dans Cavalos, là où j'habite, ben, le cuistot, il n'est pas équipé pour éplucher des légumes. Il est encore moins équipé pour les laver quand ils arrivent directement de la ferme. Sans parler des cultures aux alentours de Falaise, c'est de la grande culture pour faire de l'export. On marche la tête pour faire de l'export. Et donc, oui, mais on leur a dit, mais faites l'acquisition de terrain pour l'implantation de maraîchers, ça va créer des emplois et on va monter toute une filière. Et ils nous ont cité toute la litanie des difficultés qui faisaient que ça n'allait pas être possible, quoi. C'est Euh, normal, c'est illogique, mais c'est normal. mais ils sont pris dans leur logique. Et si j'étais à la place de l'agriculteur que j'avais en face de moi, qui est responsable du développement durable dans la communauté de communes, je sais ce que c'est qu'un compte d'exploitation. Et il a raison. Il Il a a raison. raison. L'agriculteur, aujourd'hui, il a investi des centaines de milliers d'euros sur ses machines. Il a fait donc des crédits sur des 10, 20 ans, voire plus, pour amortir. Donc, il est déjà, je parle des petits agriculteurs, charrette, on va dire ça comme Ah ça, oui, tout à fait, au oui. niveau de son business model. Et là, on lui demande de sacrifier ça pour passer à du bio ou alors à quasiment de la permaculture. C'est impossible pour lui. Alors, C'est oui. impossible de se projeter parce qu'on ne considère pas la gouvernance aujourd'hui. La gouvernance, c'est quoi? C'est justement, quand on veut faire une réforme territoriale, c'est mettre les gens autour de la table et considérer quelles sont leurs problématiques. L'agriculteur, il est conscient, comme nous, des problématiques de phosphate, des problématiques de pétrole, et même, il a peut-être des enfants et des petits-enfants à qui il n'a pas envie de laisser des sols flingués. Le problème, c'est qu'on ne considère pas aujourd'hui quelle est leur problématique, c'est-à-dire prendre en charge tout ce qui les empêche de changer pour que justement ils soient libérés de ces charges et puissent changer, se mettre dans le nouveau paradigme. Et c'est un nouveau paradigme qui est inconnu à ce stade. Alors justement, j'enchaîne avec la prochaine question. Connais-tu les conséquences de ce manque de pétrole, celui que tu nous annonces, à l'échelle des communes, justement? Ben, je voulais revenir une seconde sur justement ces perspectives d'épuisement des ressources de pétrole. Le problème, c'est qu'on continue à en trouver. Et je dis c'est un problème parce que on a passé le pic pétrolier, c'est-à-dire que la production mondiale de pétrole, qu'on appelle le pétrole conventionnel, celui où on va chercher en Arabie Saoudite ou en mer du Nord, donc il n'est plus tellement conventionnel parce que ce sont des exploits techniques d'aller chercher du pétrole avec 2000 mètres d'eau et puis ensuite 3000 mètres ou 4000 mètres sous terre. Mais ce pétrole conventionnel, on a passé le pic. Et maintenant, on fait appel à ce qu'on appelle des pétroles de nouvelle génération, pétrole et gaz de nouvelle génération, qui, eux, ont un impact environnemental absolument épouvantable. Il faut savoir que les pétroles de schiste et gaz de schiste, ça a un impact environnemental désastreux, que le pétrole qui est issu des sables bitumineux est un émetteur épouvantable de CO2. C'est-à-dire que pour produire 100 barils de pétrole, enfin de produits pétroliers issus des sables bitumineux, et là, il y a d'énormes réserves dans le monde de sable bitumineux, et bien pour produire 100 barils de produits pétroliers, il faut qu'on en dépense 30, je dis bien 30, qui partent dans l'atmosphère sous forme de CO2. C'est-à-dire qu'on fait semblant de croire qu'on a toujours autant de pétrole. Et en fait, on s'approche de plus en plus rapidement de la fin du pétrole. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est il en reste pour combien de temps? Et en fait, ce n'est pas une bonne question. Parce qu'il va falloir qu'on apprenne à ne pas s'en servir. Ça va faire comme l'âge de pierre. L'âge de pierre, c'est terminé, il restait des pierres.
eh bien, l'âge du pétrole va se terminer parce que c'est tellement la problématique climatique peut mettre quasiment se traduire par une extinction de l'humanité. On ne parle pas de gêne ni d'inconvénient, on parle d'une situation de survie qu'il faut impérativement qu'on arrête l'utilisation des carburants, des carburants et combustibles fossiles. Donc, ce qui veut dire que la fin du pétrole, il faut la provoquer C'est et une donc question trouver des géopolitique. alternatives. Et c'est Alors, aussi une question de survie géopolitique pour la France. Mais ah ce ben n'est que complètement. mon avis. C'est-à-dire qu'une France qui serait surprise par justement son incapacité à continuer d'importer du pétrole pour des raisons géopolitiques, puisque des grandes puissances veulent la même chose que nous, avec une démographie plus forte, avec des armes plus fortes. Si je pense aux S-400 russes qui Oui, sont disposés sur la carte du monde comme des nouveaux drapeaux. En fin de compte, la France, à un bout d'un moment, vu ce qui se passe et le déploiement justement de ces armes en Afrique, mais pas que, va se retrouver coincée. Et si on a moins d'importations de pétrole, on a une mécanique systémique qui dysfonctionne. Et si on a une mécanique qui dysfonctionne, on a potentiellement des risques de guerre civile dans notre pays. Donc la réforme des territoires, c'est aussi renforcer depuis la base notre belle France. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que la question climatique, c'est aussi la question géopolitique de commencer à être plus sobre en énergie. On va y revenir. et là, je te rejoins parce que les conséquences de ce manque de pétrole à l'échelle de la commune, manque de pétrole va se traduire immédiatement par une flambée des cours. Tout ce qui consomme du pétrole, donc tout ce qu'on achète au quotidien, va changer de prix. Soit ne sera plus disponible, soit sera hors d'accès. Donc déjà, c'est un premier impact au niveau local, c'est-à-dire quand je voudrais acheter une perceuse made in Taiwan, soit il n'y en aura pas, soit au lieu d'être en promo chez Lidl ou au supermarché du coin à 17 euros pour une perceuse, elle sera passée à 80 euros. Et tout d'un coup, mais 80 euros, c'est ridicule. Ben non, parce que le vrai prix, c'est peut-être 80, c'est pas les 17 euros. Donc, au niveau de l'impact au niveau local, c'est le premier impact, c'est-à-dire que l'énergie va devenir chère. Mais on risque, avec un manque de pétrole, dans les scénarios que tu décris, d'avoir des ruptures d'approvisionnement. Alors, rupture d'approvisionnement, c'est pas que le pétrole, c'est le gaz. Moi, je suis chauffé au gaz ici. Le tuyau, tout d'un coup, il n'y a plus de gaz. Je me chauffe comment? Avec quoi je fais mon eau chaude? La plupart, on habite en milieu rural avec de l'habitat dispersé. Il n'y a pas de réseau de chaleur qui fonctionne, à part pour la ville de Falaise qui a 2 réseaux de chaleur qui fonctionnent au bois. Eh bien, la population va se retrouver sans chauffage. Alors, ici et là, à la campagne, on va ressortir des vieux poêles, etc. Mais tous les gens qui habitent la ville de Caen, il y a 100 000 habitants, ben, ils n'ont pas de cheminée, ils n'ont pas de poêle, ils vont se chauffer comment? Et donc, on voit que c'est au niveau local, l'impact, là, je ne parle pas de déplacement, je parle uniquement de ben, l'hiver, on vient de traverser un hiver un peu froid, je me chauffe comment? L'autre conséquence, c'est sur les déplacements. À partir du moment où on a une rupture d'approvisionnement, là, on a l'enchérissement du produit où le carburant pourrait passer à 2 euros le litre, ça change complètement le paysage, mais il peut y avoir également rupture d'approvisionnement, ce qui est tout à fait presque préparé au niveau de l'État, puisque nous avons obligation dans les pays européens d'avoir 90 jours de stock. On va y 90 revenir. jours. Et donc, au niveau local, on va se retrouver à la queue au niveau des stations-service. Il sera réservé pour qui? Ben, on va dire, ben non, il va falloir s'organiser pour que ce soit disponible pour les pompiers, pour la gendarmerie, les ambulances, etc. Et donc, une rupture d'approvisionnement d'énergie au niveau local. Et là, je ne parle pas de rupture de courant, parce qu'on a la chance d'avoir un approvisionnement nucléaire, la chance avec une menace certes extrêmement faible, ténue, mais une menace quand même. Si jamais il y a un pépin, on fait comment? Voilà. Alors justement, les plans communaux de sauvegarde, c'est ce qui doit anticiper des crises majeures qui sont de deux types, crise naturelle, donc géologique, et crise technologique.
centrales dangereuses comme de type Céveso ou nucléaire. Bon, c'est bien gentil ça, mais tous les modèles qui sont proposés dans les plans communaux de sauvegarde ou autres plans, hein, il y a Orsec, il y en a plein. À chaque fois, ça part du postulat qu'on a du pétrole et qu'on en a pour encore longtemps. Bon, si on prend en considération, par exemple, tous les services de la mairie qui, en cas de crise majeure, on imagine un blackout parce qu'il y a justement un problème sur une centrale et il n'y a plus d'électricité, comme ça s'est passé il n'y a pas si longtemps au Texas. Je ne sais pas si tu as suivi, Oui. blackout au Texas. Le Sénat nous alerte aussi sur les blackouts. Euh, comment les services municipaux vont se déplacer? Si en plus de ça, on commence à avoir des problèmes sur l'approvisionnement en hydrocarbures. Comment les gens se chauffent? Ça, c'est ce que tu as dit. Et Mais comment ils vont au travail? pire que tout, Michel, comment les gens se nourrissent? Aujourd'hui, notre système mondialisé a fait que nous n'avons plus assez de résilience alimentaire locale. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capacité à se nourrir en local une fois que les produits alimentaires issus du circuit long sont stoppés. C'est édifiant. Aujourd'hui, nous n'avons pas en local assez de nourriture pour nourrir les populations, les maintenir en paix, alors que nous sommes dans un pays qui, selon RTL, pas la première revue complotiste du coin, un pays qui compte 15 millions d'armes en circulation. Comment peut-on, à ce stade, alors qu'on a Total qui nous alerte, qui est quand même bien placé pour nous dire que, attention, problème de pétrole, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous ne réformions pas les territoires, que nous ne soyons pas, dès aujourd'hui, en train de considérer quel est le territoire avec la population sur ce territoire, comment cette population se comporte face aux crises, et commencer déjà à travailler la réforme des territoires pour que nous soyons plus résilients, ne serait-ce que sur l'alimentation. Tu as tout à fait raison, parce que c'est presque caricatural quand on habite en Normandie, là, tu connais un peu, on est en milieu rural, l'indépendance alimentaire de la population est extrêmement faible. Il y a pas mal dans les petits villages, pas mal de gens qui ont encore conservé un jardin, un potager, où on peut du jour au lendemain en produire un peu plus. Mais je reviens sur les grandes agglomérations où toutes ces cités dortoirs où rien n'a été prévu pour faire un jardin, sachant que toute l'alimentation vient par camion. Les chaînes du froid avec les surgelés, tout ça, c'est une très grande vulnérabilité. Mais pour revenir à la question, dernier point concernant la question de l'impact au niveau local d'une rupture d'approvisionnement en pétrole, mais comment je vais au travail? Puisque la ville de Falaise est située, pour reprendre un exemple, mais on peut le décliner sur l'ensemble de la France, une ville de 7000 habitants, et la communauté de communes, plus de la moitié de la population travaille à Caen. Travaille à Caen, donc à 35 km. Donc 35 km, il y a des embouteillages dans le périphérique de Caen. Ce n'est pas le périph' de Paris, parce que c'est des gens qui n'ont pas les mêmes horaires. Et d'un coup, le pétrole vient à manquer. Comment je vais au boulot? Et à ce moment-là, la résilience même de l'économie locale, à supposer qu'il y a encore de quoi acheter, mais on se retrouve avec un chômage technique quasi immédiat pour une grande partie de la population. Donc on voit que l'indépendance énergétique au niveau local, la résilience alimentaire, c'est un sujet qu'il faut préparer dès maintenant, parce que on sait que ça va arriver. C'est une question de sécurité nationale. Et puis, nous avons dans notre état de droit des textes dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, qui nous expliquent que nous n'avons pas le droit de négliger l'anticipation. Donc, justement, alors, on a souvent l'argumentaire, tu fais des formations, j'en fais aussi. L'argumentaire, oui, mais de toute façon, on a des réserves stratégiques de pétrole. Est-ce que tu peux nous en parler de ces réserves stratégiques de pétrole? Oui, donc la législation européenne impose à tous les pays d'avoir 90 jours de stock de réserve. Donc, alors ces stocks, ils sont constitués, en gros, il y a 30 jours
qui sont stockés en permanence par les distributeurs, c'est-à-dire que Leclerc, qui n'est pas un pétrolier, mais qui a des stations-service, est obligé d'avoir en sa propriété, dans des grands dépôts, 30 jours de réserve. Et les 60 jours autres, ils sont organisés et la propriété de la SAGES, qui est un organisme d'État, qui gère les stocks stratégiques, c'est ça que ça veut dire, SAGES, Société, je ne sais pas quoi, de stocks stratégiques, et qui stocke dans des cavernes. En gros, il faut savoir que 90 jours, ça représente 14 millions de tonnes. Alors, 14 millions de tonnes, quand on voit qu'un camion dans la rue, un camion de produits pétroliers, ça fait 25 tonnes, un peu plus de 30 mètres cubes. Pour arriver à 14 millions de tonnes, on fait un petit calcul de point de table, ça fait beaucoup de camions. Ce sont des volumes absolument considérables. Et donc, on stocke dans des cavernes des produits pétroliers, dans des mines désaffectées, et dans une série de dépôts. Et en fait, ces stocks stratégiques sont disponibles immédiatement. C'est ce que les distributeurs ont obligation d'avoir à disposition. Dans un deuxième temps, il y a des stocks de réserve qui sont dans des cavernes où on stocke en sous-sol du gasoil, de l'essence, du kérosène. Et puis, ultime, on a des stocks de pétrole brut. Et de la même façon, on a des stocks de gaz dans d'anciens gisements de gaz qu'on a eu en France, de gaz naturel, qui sont épuisés. Et là, ben, on repompe et on stocke du gaz naturel. On a des réserves de gaz naturel. Et donc, dans le cas d'une crise, ces stocks stratégiques peuvent tenir, on permet à la France de tenir 90 jours. Mais ça ne va pas se passer comme tout le monde s'imagine. C'est-à-dire que bon, pendant 90 jours, je vais continuer à pouvoir partir en week-end. Pas du tout. Voilà, c'est ça. La question, c'est est-ce que monsieur tout le monde et madame tout le Et monde non. peuvent compter sur ces réserves stratégiques pour aller faire leurs courses au Et supermarché? non. On rentre, le jour où on démarre l'utilisation des stocks stratégiques, c'est-à-dire que l'approvisionnement est interrompu, on démarre un contingentement avec des listes prioritaires. Et tout ça est parfaitement préparé chez les distributeurs pétroliers. Donc, on connaît, d'ailleurs, on a des logiciels, on a des systèmes, on fait des répétitions générales pour s'entraîner à être prêt le cas improbable où ça se produirait, pour distribuer de façon prioritaire aux pompiers. Mais avec quel système? Comment s'assurer que c'est bien les pompiers? Donc, il y a des systèmes électroniques qui permettent de distribuer aux bonnes personnes. Alors, les pompiers, les ambulances, tout ce qui est prioritaire. On va retomber, alors curieusement, sur les mêmes priorités que les professions prioritaires du Covid. Se nourrir, se soigner, et se déplacer, mais uniquement quand c'est vital. Cette gestion-là, prioritaire, ça fonctionne avec des ordinateurs. Ah ben ça fonctionne avec les ordinateurs, ça peut fonctionner en cas de rupture avec des cahiers et des gommes, mais là on va pas loin. D'accord. Tu as vu le nombre de cyberattaques qu'on a en ce moment? Ouais. C'est en ça où c'est édifiant de voir le degré de vulnérabilité dans Ah oui. lequel se trouve la France aujourd'hui, malgré les alertes. Et si ce ne sont pas les citoyens qui s'emparent du sujet, j'ai l'impression qu'on est tellement sclérosé par un système qui est très confortable, parce que notre système est énergivore et on dispose d'assez d'énergie pour le faire fonctionner. On est tellement sclérosé par ça qu'on va vers une catastrophe. Il y a un cataclysme si on ne change pas. C'est pour ça que mon action auprès des communes, et c'est pour ça que je fais des conférences essentiellement sur la non-préparation des populations et comment on peut préparer justement les populations à la réforme, je pense que c'est le seul moyen à ce stade pour justement libérer la pression dans la société pour que les gens comprennent eux-mêmes où on en est, comprennent eux-mêmes à travers des simulations, ne serait-ce que passer une journée sans électricité, voir un peu ce que ça donne et comment on va s'en sortir sans une journée sans électricité. Ne pas prendre la voiture une journée, ne pas utiliser de produits pétroliers une journée, ça permet très vite aux populations de se conscientiser sur où on en est pour éviter que quand on va se prendre les vraies crises dans la figure, problèmes géopolitiques, problèmes climatiques, on soit quand même un peu plus près que maintenant.
justement, euh, ma dernière question, elle concerne ce que tu préconises, toi, euh, quand tu fais donc tes conférences auprès des grandes écoles. Quelles préconisations aux jeunes générations donnes-tu dans tes conférences? Alors, c'est à plusieurs volets. Le premier, c'est, je leur dis, intéressez-vous à la problématique. Ne rêvez pas à tout ce qui est high-tech, etc. Imprégnez-vous de la situation dans laquelle on est au niveau global, en prenant en compte ce que les, les ressources énergétiques, les ressources minérales, les ressources naturelles en eau, biodiversité. Intéressez-vous sur les grandes inégalités qu'il y a dans le monde dans l'accès à l'énergie, dans l'accès à l'énergie vitale, hein, parce que du pétrole pour conduire un bus, pour faire avancer un bus où il y a 50 personnes ou un 4x4, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc renseignez-vous, investissez-vous dans le sujet. Et ça, c'est le premier message. Et donc, ça fait l'objet de la première partie de la présentation, qui est de dresser ce tableau. Ensuite, le message qui en découle, c'est que le modèle actuel d'économie basé sur un modèle de croissance perpétuelle qui est basé sur la consommation de ressources naturelles qui sont par définition finies, donc en quantité finie, il n'est pas tenable. Ça, c'est le message le plus fort, c'est-à-dire que ne croyez pas que la technologie va nous sauver. Et bien ça, c'est le premier message, c'est imprégnez-vous de la situation, sachez de quoi vous parlez, ne vous contentez pas de quelques bribes de magazines ou de journaux. Le modèle économique actuel, il n'est pas tenable. La technologie n'est pas, c'est un leurre de croire qu'on va s'en tirer avec la technologie, parce qu'elle ne sera accessible qu'aux pays riches. Alors on se berce d'illusions en croyant qu'on va s'en sortir avec des voitures hybrides, avec des voitures électriques, etc. Mais elles ne seront accessibles qu'aux seuls pays riches, et même à l'intérieur des pays riches, avec de grandes inégalités qui sont explosives. Donc ça, c'est le message sur la technologie. Et donc, conclusion, messieurs les jeunes ingénieurs, il nous faut une métamorphose de la pensée économique et industrielle. Il faut changer complètement de paradigme. Il faut aller vers l'économie circulaire. Alors, mais la vraie économie circulaire, parce que l'économie circulaire où je puise dans les ressources, je transforme, j'utilise, j'en ai marre, je jette, c'est pas grave, on recycle. Eh bien, celle-là, cette roue qui est normalement une roue pérenne, ne l'est pas du tout, parce qu'il faut injecter en permanence de l'énergie pour qu'elle tourne, cette roue. Et donc, il faut aller vers une énergie, une économie circulaire, où petit à petit, l'usage va prendre le dessus sur la possession. Donc, on est dans le partage. Une voiture individuelle, ça sert 95% du temps à rien. Et ça, quand je dis ça aux gens, ils ont du mal on leur demande de faire le calcul. Vous faites combien en moyenne 12 ou 15 000 km par an. À quelle vitesse moyenne? L'ordinateur de bord vous le dit. Hein. Vous habitez en milieu urbain ou en milieu rural, en moyenne autour de 50-60 km/h. Vous avez vite fait de calculer le nombre d'heures que ça représente par an et vous divisez par 365 jours et vous vous rendez compte que votre voiture ne sert à rien 95% du temps. Les gros rouleurs, elles ne servent à rien 90% du temps et le petit rouleur 98% du temps. Une voiture, des matériaux qui sont là, de la technologie qui est à disposition et qui ne sert à rien. Et donc, on va aller vers le partage, vers l'usage, vers la location des biens, repenser une métamorphose du modèle inclut tout ce qui est reconstitution de la biodiversité qui va nous amener vers l'agroécologie. Et à terme, si on doit avoir une ambition, messieurs les jeunes ingénieurs, c'est l'économie symbiotique.
L'économie Avec de la symbiotique, noix. exactement. L'économie symbiotique, c'est où le prélèvement, où, je dirais, on resynchronise l'économie à ce que notre environnement, notre planète peut nous fournir. C'est-à-dire qu'on ne prend pas. C'est comme quelqu'un qui vide son jardin et s'il ne vit que de la production de son jardin, il ne peut pas prendre plus. Arrive un moment, il va bouffer les graines et puis il n'aura plus rien. Donc il ne peut pas prendre plus que ce que son jardin merveilleux lui produit. Et ça, il faut y arriver au niveau planétaire. Et quand je reviens sur le dernier message que je fais passer, il y a un monde qui est inventé, un nouveau monde qui est inventé. Ma génération, les baby boomers, on a fait beaucoup de dégâts, mais on est la première génération à se rendre compte de la situation. Mais vous, les jeunes, vous êtes la première et peut-être la dernière qui est capable de corriger la trajectoire et de sauver. Et c'est ce monde à inventer. Et ce monde nouveau, ce n'est pas uniquement un monde de technologie, c'est un monde socialement différent. C'est un monde où il sera question, alors selon les tensions, de pénurie, frugalité, sobriété, mais on ne va plus pouvoir avoir le même train de vie, les enfants. C'est fini. C'est fini. C'est Et ce ne fini. sera plus comme avant. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on sera plus malheureux? Moi, j'ai grandi dans un monde, quand je suis né, il y avait 2,5 milliards de gens sur la planète. La consommation énergétique des Français par rapport à aujourd'hui, elle était divisée par 3. Je n'ai pas de mauvais souvenirs de mon enfance, j'ai eu une enfance heureuse. Ce monde-là, il sera très différent. Ce qui est difficile, c'est de prendre la décision, eh bien, je ne me sers plus de mes applis, Snapchat, c'est fini. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, on va forcément passer par des crises. Ça va être douloureux, mais on va passer par des crises. Alors, Et, il faut aller et, à la soupe aux cailloux pour comprendre qu'on peut faire société mais autrement. oui, L'auberge de la soupe aux cailloux en Normandie. et oui, et il y a plein d'exemples qui montrent que le changement est difficile. Hein. Moi, voilà, moi, j'ai été le prototype du type qui prenait l'avion, qui vivait dans le monde de l'énergie. Et il m'a fallu 10 ans pour changer. Et encore, je suis loin d'être parfait. Hein. Très, très loin. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai modifiées dans mon comportement. Je ne prends plus l'avion pour partir en vacances, c'est terminé. Bon, c'est que dalle, ça. C'est basique. Mais c'est déjà. J'achète toute ma production de légumes locales. Je ne mange plus de fruits hors saison. Alors, on dirait c'est facile quand on a été ingénieur, cadre dirigeant chez Total d'avoir ce genre de comportement. Oui, c'est facile. Mais c'est pas, il ne s'agit pas de la même difficulté pour quelqu'un qui vit dans une banlieue et qui va au boulot et qui essaye de survivre avec son maigre salaire et qui n'a pas le choix que aller remplir le caddie une fois par semaine. Mais le changement va être brutal. Et il faut s'y préparer. Et là, je te rejoins complètement. Il faut s'y préparer. Il faut s'y Et préparer. Je voulais juste intervenir pour te dire que on a un projet qui s'appelle Existence B et qui vise à réunir 50 foyers, donc environ 150 à 200 personnes qui vont vivre un mode de vie qui va être éco-régénératif. Et donc récemment, on a été contacté par une maître de conférence de Polytechnique qui nous disait justement la bonne nouvelle que de plus en plus d'ingénieurs refusent d'aller dans les entreprises ah oui, polluantes. je confirme. Que la nouvelle économie, on va la créer tous ensemble, quoi qu'il en soit. Et pour moi, c'est une économie éco-régénérative. Comment on capte du carbone, comment on réhabilite des sols, bah, typiquement le chanvre légal, hein, le chanvre légal qui est réglementé par l'État et même l'Europe, permet des voies, typiquement ça capte du CO2, ça restaure des sols, ça amène les gens à être plus en contact avec la nature. Il faut être vigilant, c'est de la sécurité de cultiver un champ de chanvre, parce que ça peut vite tourner au cannabis, et là c'est illégal, le cannabis qui sert à la fumée. Donc aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est d'axer sur le sociétal. Les cabinets de conseil qui parlent de business as usual sont devenus dangereux pour moi. Dire que non, mais c'est bon, on trouve encore des poches de pétrole, oh, puis c'est pas si grave que ça. Ceux-là, ils devraient, je pense, commencer à comparaître parce qu'ils sont dans un tel degré de mise en danger de la vie d'autrui par génération interposée que c'est complètement inacceptable de laisser
la pensée de notre société continue à être tractée par des gens comme ça. Donc, ouais, complètement. Hein. Mais tu vois, une des images que j'utilise pour parler de ce monde qu'on a créé autour des énergies fossiles, je prends une règle et je dis, bon, 1 centimètre égale 1000 ans. Et donc, non, mais il y a 20 000 ans, la température était de 5 degrés différente. C'est-à-dire qu'on avait en Normandie les mêmes conditions climatiques que le nord de la Sibérie. Là où j'habite, là, c'était la Sibérie. Et c'était il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, on allait à pied, on traversait la Manche à pied. Et donc, 20 000 ans, dans l'histoire de la planète, c'est rien du tout. Alors, notre développement économique, il a commencé il y a combien de temps? Bon, l'âge de fer, il y a 10 000 ans, l'agriculture, il y a 5 000 ans, la révolution industrielle, eh bien, c'est sur mon échelle, elle est à 2 millimètres, donc il y a 200 ans. Et la révolution industrielle, c'était l'explosion de notre modèle économique actuel. Et quand on me pose la question du pétrole, il en reste pour combien de temps? 40, 50 ans. Imaginons qu'il en reste pendant 100 ans, ça fait 1 millimètre sur mon truc. ouais. Et après, on fait quoi? Et donc, ne serait-ce que pour ça, il faut se préparer. Sans parler de... Imaginons qu'on arrive à un passage régulier, sans crise. Il faut se préparer à la fin du pétrole, à la fin de l'extraction du lithium, à la fin de l'extraction du cuivre. Le cuivre, pour faire une éolienne, il faut 20 tonnes de cuivre, avec tous les réseaux qui vont avec. Hein, Ouais. pas uniquement, je parle des grosses éoliennes à plus de 6 mégawatts. Il nous faut des quantités invraisemblables de ces minéraux pour nos énergies renouvelables. Non, 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 ce n'est pas ça la solution. Passer d'une économie extractive à une autre, non, non, ce n'est Ça pas ça la n'a solution. aucun intérêt. Michel, comment on te retrouve pour tes conférences? Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Bah, tu peux donner mes coordonnées, mais en fait, je les donne un peu à discrétion. Mais là, c'est enregistré, c'est beaucoup plus s'il y a un site internet ou une page LinkedIn. Non, pour l'instant, je n'ai pas fait de page, je n'ai pas fait de conférence. Je fais partie de Total Professeur Associé. Mhm. Dans Total Professeur Associé, c'est une assoce bénévole. On est une trentaine, non, que dis-je, on est 200 profs de Total, la plupart retraités qui sont partis en retraite avec une expertise, avec un énorme vécu, et on transmet. Alors, cette expertise, elle est transmise dans les pays en voie de développement où nous faisons pétrolier des interventions de production, où les pays nous disent, attendez, je veux bien vous vendre du pétrole, mais vous me formez mes techniciens, mes ingénieurs de demain. Et puis, on a, c'est tout à fait récent, un cours qui a été monté sur transition énergétique et bouleversement climatique. Et donc, c'est là que je trouve énormément d'informations. Et ces conférences, je peux les donner à la demande. Hein. Je peux les faire à la demande. C'est J'ai ce pas site-là, hein. Euh, c'est le site que j'ai affiché, c'est ça? TPA. Et Ouais. donc, aujourd'hui, on a commencé à intervenir dans les écoles d'ingénieurs et on s'aperçoit paradoxalement que la plupart des grandes écoles, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou des business schools, le sujet dont on vient de débattre, la vulnérabilité de notre modèle économique, cette impasse dans laquelle on s'est engagé, ils ne l'abordent pas. Et quand on leur dit, mais vous ne pensez pas que ce serait essentiel? Oui, mais attendez, étant donné que les programmes sont tellement lourds, on ne voit pas comment on arrivera à le caser. Mais il ne s'agit pas de caser, il s'agit de déménager tout le reste pour mettre ça. Mais ça ne peut passer que par la concertation sur les territoires. Il faut réorganiser les territoires pour imaginer des perspectives de sortie de crise. Parce qu'il y a une crise dans la crise. La crise, c'est qu'on n'arrive pas à sortir de notre modèle mondialisé actuel. Eh oui. Ça nous met en crise. On ne sait pas comment faire. Donc, c'est à l'échelon des territoires, comment on va réorganiser le travail, quels nouveaux métiers on va pouvoir avoir pour faire de l'éco-régénération,
comment on va prendre soin des uns des autres, refaire de la nourriture. Il faut beaucoup d'agriculteurs, en fin de compte, il faut que beaucoup de personnes remettent les mains dans la terre. Et tout le monde voit ça comme quelque chose de sale, alors que c'est quelque chose de Le plus très noble, oui. revitalisant. Eh Mais il oui, va falloir aujourd'hui les méthodes d'enseignement actuelles pour faire comprendre, et puis peut-être des conférences comme celle que tu fais, quand tu as la légitimité que tu parles depuis ton parcours chez Total, forcément, on t'écoute plus que même un mec comme moi qui est protégé des présidents et qui parle de l'écologie. Il faut qu'on s'allie, du verbe s'allier, pour que justement le discours passe et dire maintenant c'est terminé, arrêtez avec vos espoirs à la con, excusez-moi, il faut maintenant être concret. oui, tout à fait. Mais tu parles des écoles, les écoles agricoles, les lycées agricoles, les préparations BTS agricoles, c'est seulement maintenant qu'ils commencent à aborder le sujet de l'agroécologie, de la permaculture pour faire du maraîchage. Et c'est seulement maintenant qu'ils commencent à aborder le sujet. Mais sur je dirais, comment faire face à des crises énergétiques de demain, commençons par planter des arbres. Plantons des arbres, parce que le jour où on a un froid de canard, il n'y a plus de gaz, on fait un trou dans le mur et on fait un rocket stove, tu sais, Mmh. ces petits fours qui ont une combustion quasi parfaite, ils font quasiment pas de fumée, où tu peux brûler du bois, des brindilles, et c'est d'une très grande efficacité. C'est à la portée de n'importe quel bricoleur, mais encore faut-il avoir du bois. Il faut Plantons apporter, des arbres. voilà, plantons des arbres. Merci Michel. Je t'en prie, c'était un vrai plaisir. Et Le puis, sujet est passionnant. oui, et puis il faut absolument protéger les populations du déni. C'est devenu une urgence. Tout à fait. Merci. Merci.